Il est 20 h lorsque les médecins de la nuit se relient au central qui, durant 12 heures, va transmettre ses appels. Allô, ici SOS médecin, j'appelle voiture numéro 3. Ici voiture 3, je prends votre appel. De quoi s'agit-il? Il se plaint de violentes douleurs côté gauche. Bien compris, j'y serai dans un quart d'heure. On est en 66 et les médecins de la préfecture de Paris, qui devaient assurer la garde, ils étaient 2 pour Paris et la banlieue. Et alors, il y avait vraiment quelque chose à faire. J'ai dit là, toujours cette belle phrase que je répète. En France, on traite mieux les tuyaux de plomb que les coronaires. Et qu'est-ce que je pouvais faire? J'avais pas d'argent, j'avais pas de relations, et la médecine était assez fermée à l'époque. Donc je vais voir les plombiers. Et je leur dis, voilà, vous avez un service qui marche très bien, je peux vous monter ça en médecine. Ils m'ont dit oui. Alors je téléphone à tous mes copains, je dis voilà, on va faire de la visite de nuit, Puis finalement j'en réunis 7, avec moi ça faisait 8. La presse était dithyrambique. Le France Soir c'était, ils font 9 appels de 2 vies sauvées. J'avais un peu menti, on n'avait pas fait 9, on avait fait un petit peu moins. Oui. C'est un truc habituel qu'on a refait après. Là, bon. Bref, enfin le service qu'il fallait, ni les syndicats, ni le Conseil de l'ordre, ni les ministères n'ont été capables de le monter. Il a fallu que ce soit des jeunes médecins courageux. Enfin, c'est le service qu'il faut, etc. Un truc dithyrambique. Quant aux courageux médecins d'SOS médecins, ils vont tous passer en conseil de discipline du Conseil de l'ordre. Quoi? Mais pourquoi? La médecine était encore une et indivisible. Il y avait la médecine générale et puis il y avait les grandes spécialités. On parlait absolument pas de l'urgence. Ça n'existait pas, l'urgence. Ça n'existait pas. Le SAMU n'était pas créé. Et chaque fois, il me convoquait, il me disait « Lascar, je vais vous suspendre, on va arrêter le service, ça ne peut pas continuer comme ça. » Très bien, monsieur. Moi, j'appelle toute la presse, ce soir à 8 h, parce qu'on faisait que la nuit, de 8 h à 8 h du matin. J'appelle toute la presse, et puis tous les appels qui tomberont, je dirais « Nous, on veut bien y aller, mais le Conseil de l'ordre ne veut pas. » Et là, il cannait. Les médecins, quand ils ont su quelle était notre démarche, nous ont soutenus. Je veux dire par là que j'exigeais, moi, tout à fait au début, que chaque visite s'accompagne d'une lettre au médecin traitant. Et puis un jour, un type me dit, un type qui s'appelait Friedman me téléphone, me dit, oh, voilà, on veut faire un film sur SOS médecin qui passera aux États-Unis. D'accord. Donc ils viennent toute une nuit, je tourne avec eux. Et je lui dis, moi j'ai envie de monter à SOS aux États-Unis. Allez, chiche, comme ça dans la soirée, on le fait. On est parti là-dessus. I asked to my doctors. I have no many doctors now, but You're home. SOS Doctor, may I help you? Could you please send a doctor over right away? Il faut se resituer. On est en 1970, c'est pas vraiment hier. Hein. On est censé être 2 médecins pour 350 000 habitants. De là, l'idée de créer une nouvelle formule. Et il me manque une chose, c'est le nom. Le nom, on me dit, il existe quelque chose à Paris, tu devrais aller voir. Et je gratte, je trouve SOS Médecin, filiale de SOS Plombier, et je trouve son promoteur, le docteur Lascar, que je veux rencontrer et qu'il accepte très volontiers. Et je lui ai bien expliqué que moi je ne voulais pas créer une société civile de moyens, une société économique, je voulais créer une association, loi 1901, parce que je pensais dès ce moment-là que les urgences, nécessairement, ça ne pouvait passer que par le mode associatif. Je lui demande de me prêter le nom SOS Médecin, ce qu'il fait volontiers. C'est vrai, moi je suis arrivé en décembre 78, déjà c'était un groupe de 60 personnes à Paris, ouais. Et que c'était quelque chose qu'il fallait organiser, structurer, qualifier, et décider d'avoir une démarche stratégique. Et très très vite, Jean-Baptiste Delmas est devenu président de Paris. Delmas a déposé le nom SOS Médecin
à l'Institut national de la propriété industrielle. Certains syndicats n'hésitaient pas à s'intituler SOS Médecins, par exemple. Carrément. Donc, ce qui m'a amené à faire le dépôt de marque, c'est moi qui ai fait le dépôt de marque d'SOS Médecins, et je l'ai fait volontairement dans le cadre commercial, c'est-à-dire au nom d'une société, la société SOS Médecins. Seule la protection commerciale permettait d'avoir une forme de garantie par rapport à ce pouvoir syndical. Il a créé l'Union nationale SOS Médecins. Il a pris son bâton de pèlerin. Mais je me suis dit, à ce moment-là, il est temps de créer un organisme national qui va rassembler le maximum d'associations SOS Médecins existant sur le territoire, de telle façon qu'on puisse avoir cette fameuse action politique. Dans l'été 82, plutôt que de prendre des vacances, j'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour de France de toutes les associations qui existaient à ce moment-là. Il y en avait une grosse douzaine. Et j'ai été voir les présidents avec qui je demandais rendez-vous, qui ne me connaissaient pas. Et j'ai rencontré Jean-Baptiste à ce moment-là. Donc ça tombait bien, c'était des énergies qui se complétaient. Et en plus, les Parisiens avaient le besoin quand même de se dédouaner d'une image qu'ils avaient au niveau parisien. On disait SOS c'est commercial. On a très vite senti avec Paris et avec... il y avait aussi quelques SOS Médecins sur la Côte d'Azur, dont Nice, la nécessité de se regrouper pour avoir un poids suffisant pour faire valoir une légitimité dans l'exercice que nous faisions. Donc on pouvait aider par les solutions que les uns trouvaient, on pouvait aider les autres et avoir aussi une défense juridique commune. Et j'ai fait les 12 comme ça, et les 12 m'ont dit « Et si on faisait une fédération ?» On a fait la fédération dès la rentrée. Donc on a créé cette fédération nationale qui a tout de suite démarré, dont j'étais le président fondateur dans la cuisine de l'un des médecins, de l'un des présidents d'ailleurs. On a fait l'Assemblée générale constitutive. Ensuite on a fait les véritables élections. SOS Médecins, j'y tenais à l'époque, et je crois que ça s'est maintenu. Nous n'avons jamais souhaité être président du fait de la disproportion de taille entre Paris et la province. Les associations en région auraient pu craindre une mainmise d'SOS Paris, donc nous n'avons jamais été que secrétaire généraux, la présidence échéant tout le temps à une association qui le souhaitait, qui était candidate. Et en 82, quand je suis devenu secrétaire général en titre d'SOS Médecins France, mais à l'époque ça s'appelait l'Union nationale, l'ordre nous intentait procès après procès, puisqu'il faut bien savoir qu'à l'époque, les présidents de syndicats changeaient leur casquette, mais allaient à l'ordre. Et c'était les mêmes. Je crois qu'il faut se rappeler que la médecine n'est pas un commerce. Il est tout à fait normal, par exemple, qu'une entreprise de quincaillerie ou de plomberie vante, et même vante avec un peu d'hyperbole, ses produits. Et donc, l'analyse de la situation, c'est qu'on pouvait s'en sortir selon deux axes. Premièrement, la qualité. Et c'est comme ça qu'à SOS Médecins Paris, on a créé le cahier d'échange. Qu'est-ce que c'est qu'SOS Médecins? Ce sont des médecins, 24 heures sur 24, reliés à l'urgence, qui sont autofinancés. Ça plaisait bien au discours public. Avec un standard 24 heures sur 24, une régulation médicale, des médecins équipés qui répondent à toutes les demandes. Moi, si tu veux, si j'ai à résumer le boulot que j'ai fait pendant ces, je crois, 4 ans à la présidence, c'est d'avoir pu mettre en place ce cahier des charges avec l'aide de toutes les autres associations, et surtout d'en avoir fait la condition sine qua non pour qu'une association qui décide de s'appeler SOS Médecins soit obligée d'utiliser ce cahier des charges de façon à ne pas nuire au nom de SOS Médecins, et en échange, l'association parisienne qui était propriétaire du nom acceptait de léguer ce nom à titre gracieux. Et le deuxième axe de réflexion, c'était que pour contrer toutes les attaques à la fois des syndicats et de l'ordre, il fallait grossir très très vite. Et c'est comme ça que, dans ma responsabilité entre 82 et 89, on est passé de à peu près une quinzaine d'associations jusqu'à 50 associations. Je vais faire une visite au MEDEC en 86 et là je rencontre un
docteur, un grand gaillard, avec une 205 plantée d'un gyrophare et marquée avec SOS médecin sur toute la longueur de la voiture. Et ce docteur, c'est le Dominique Minard, médecin de SOS Paris, et à qui je raconte un peu mon histoire, et qui me dit « Mon petit gars, c'est bien ce que tu fais, c'est super, il faut que tu t'appelles SOS, ça sera encore mieux. » Et on arrive sur une deuxième génération d'SOS médecins. Enfin, donc il y avait des SOS qui existaient depuis plusieurs années, et là, on s'installe, on est plusieurs à vouloir faire ce type de SOS médecins, donc nous on en fait un, et puis il y a dans d'autres endroits, d'autres départements, par exemple Delga à Tours, etc., les Garcia dans le 95, tout le monde essaie de vouloir faire un SOS à ce moment-là, et très rapidement, je me retrouve au bout de 3 mois avec 3 mois d'exercice avec un procès sur le dos. C'est Xavier Guy donc, qui intervient, qui me sort de cette procédure. La pression des contentieux développés contre de jeunes structures SOS médecins n'ont pas fait arrêter aucune des structures, ce qui est très bien, mais ont découragé certains associés. J'ai connu ça à Clermont-Ferrand, association, voilà, dans les Yvelines c'est pareil, 3 médecins créent une association, là-bas c'était pareil. Et je veux dire, votre jeune consoeur, quand elle s'est vue l'objet d'une plainte déposée par le procureur de la République pour exercice illégal de la médecine, qu'en même temps on saisissait le juge des référés pour pouvoir interdire l'activité de SOS médecins, quand dans le même temps les juridictions ordinaires étaient saisies de plaintes pour violation, manquement au code de déontologie médicale, et quand toutes ces procédures comme ça étaient montées par strates, ça peut décourager. À chaque fois au tribunal, moi j'avais droit. Pour mes troupes, parce que les pauvres mecs qui venaient de s'installer, ils avaient commencé à travailler. Au bout de 3 mois, ils se retrouvaient interdits d'exercice, bon, donc je montais. Maître Guy y allait aussi, bien sûr. Et voilà, ils étaient attaqués sur... On a eu tout. On a eu médecine foraine. Pour ceux qui avaient déjà des cabinets en ville par ailleurs, ils avaient donc cabinet secondaire sans autorisation. Publicité. Bon, je crois que c'était les grosses artilleries de ce qu'on nous reprochait, quoi. Médecine foraine, parce que n'ayant pas de cabinet, n'ayant que des véhicules, bien entendu, voilà. Donc après, les SOS ont posé leurs plaques en général dans le hall de l'immeuble où était SOS médecin, donc ça leur a permis d'avoir un vrai cabinet pignon sur rue, comme on dit. Compliqué. Quand je suis arrivé, j'ai été confronté par une guerre de sécession, une guerre de sécession nord-sud. Quand je suis sorti de la présidence, les choses étaient à peu près calmées entre le nord et le sud. Parce qu'au début, c'était les présidents des SOS de Cannes, de Nice, etc., ne parlaient pas quasiment aux présidents des SOS de Paris. Étant un représentant de la jeune génération, au bureau depuis 5 ou 6 ans, je me suis retrouvé propulsé président de SOS France pendant 1 an. Je n'en garde pas qu'un bon souvenir, mais par contre une grande richesse. On a utilisé cette année-là pour faire le tour de tous les SOS médecins en France. C'était la première fois probablement que ça se faisait, et on est allé voir en vrai comment ça marchait sur le territoire. Je ne reviens, moi, personnellement, à la présidence que quand j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz entre différents SOS médecins, et que les choses ne sont pas cool, pour employer un mot moderne. Et quand il y a un coup dur, les 60 ou 64 associations, je ne sais plus exactement le nombre aujourd'hui, se soudent, même s'il y a eu des oppositions, et ce qui est tout à fait normal entre les différentes associations, et il y a une unanimité, presque un patriotisme institutionnel chez SOS Médecins qui est absolument exceptionnel. Et moi, je ne pense pas avoir apporté grand-chose, mais ce dont je suis sûr, c'est que la fédération SOS Médecins m'a apporté beaucoup, et pour moi, ça a été un enrichissement personnel très très important. Je suis monté au créneau, je dirais plutôt, pourquoi Pierre Maurice a fait monter au créneau? Parce que s'il y a bien quelqu'un dans cette fédération pour lequel non seulement j'ai beaucoup d'estime, beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, mais c'est aussi celui qui a contribué et qui a fait que j'accède à la présidence de SOS Médecins France. Je pense qu'en 1999, quand on s'est attaché les services de Jacques Carle
et de CRC, c'est là qu'on a franchi, je pense, on est passé dans la cour des grands avec une stratégie dite de sensibilisation et de communication des députés, auprès des sénateurs, auprès des maires, auprès des syndicalistes, et qui nous a permis ainsi de gravir les échelons de la reconnaissance. Comme je dis, je pense que Frédéric Bastian, c'est Moïse. Il a ouvert la mer Rouge et il a permis après à ce que les choses puissent se faire, je ne dis pas plus facilement, mais puissent se faire. C'est avec lui, il faut reconnaître que c'est avec lui que nous avons commencé à nous imposer sur le plan institutionnel, que ce soit vis-à-vis des ministères, que ce soit vis-à-vis de la CNAM, ou bien vis-à-vis des syndicats, et surtout vis-à-vis du SAMU. En ce qui concerne le développement de SOS et comment SOS, sur le plan structurel, doit se développer, je pense qu'il faut qu'on reste dans l'idée que nous sommes là au service du patient. On est face à une situation qui est très compliquée actuellement. Beaucoup de médecins partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Il va bien falloir que quelqu'un les remplace. Parce que le poids des SOS médecins sur le terrain, l'impact de ce SOS médecin dans la société, en matière de couverture médicale et d'accompagnement social est considérable. Mais il n'empêche qu'il y a toujours des responsables qui considèrent que ce serait beaucoup mieux si SOS médecin était une action publique faite par des médecins fonctionnalisés, et c'est un point particulièrement sensible. Les médecins de SOS médecins sont dits libéraux, ils y tiennent, et c'est ce qui fait toute leur force et toute leur efficacité. Ce qui m'a paru important, c'est la place de SOS vis-à-vis des institutionnels. Tout à l'heure, on a parlé de la convention SOS-SAMU, on a parlé de l'INVS, là je travaille beaucoup sur le dossier INSERM, tous ces partenariats institutionnels qui situent bien SOS vis-à-vis de nos politiques me paraissent excessivement importants. On a des grands éléments à défendre. D'abord, il faut qu'on défende nos fondamentaux. Moi, je suis très attaché pour ce que SOS conserve ses fondamentaux, c'est-à-dire le service médical continu, le H24, la nuit profonde, tout ce qui est notre lisibilité, tout ce qui est, ce qui fait l'âme des SOS. C'est la première chose. Et puis où va-t-on? Ça dépend aussi des jeunes, des jeunes qu'on va recruter. Donc là, ce qui me paraît important, c'est tout ce qui fait notre attractivité. La gestion du temps à SOS qui attire les jeunes, tout à l'heure je viens de parler des échoscopies d'urgence, mais tout ce qui va les attirer dans notre travail, dans le domaine de la qualité, que ce soit dans l'épidémiologie, que ce soit dans nos prises en charge. La pérennité de notre place dépend de ce qu'en feront les générations qui nous suivent, à qui il faut, et c'est pour ça que c'est intéressant, cette démarche du congrès de Cherbourg, c'est la transmission aux jeunes de nos valeurs, c'est-à-dire de pouvoir témoigner de ce qu'on a fait sur ces 30 dernières années et de pouvoir en transmettre les valeurs, parce qu'en fait ce qui compte, c'est les valeurs qu'on véhicule. On voit de plus en plus de jeunes finalement se tourner vers les structures d'SOS. Des petites structures qui avaient des difficultés à recruter en ont de moins en moins parce que les jeunes trouvent que finalement faire du SOS c'est un beau métier, et puis c'est un travail de groupe, voilà, et puis ça ouvre des perspectives d'avenir. SOS a toujours été en avance sur son temps, on le voit actuellement, on parle d'échographie au lit du malade, voilà, il y a un bouillon de culture SOS, et ça c'est super, et je pense que si on continue avec ce même état d'esprit, je ne me fais pas trop de soucis pour l'avenir.